Ouais, à partir du moment où elle était enceinte et où elle m'a eu, effectivement, elle n'avait pas le droit de sortir, tu vois. Donc, de travailler, donc, d'avoir de l'argent. Donc, quand elle a fui, sans argent, sans papier, sans famille, parce que toute sa famille, elle est au Maroc. Elle avait 0 famille ici, tu vois. Ok. Et donc, c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile. Et je dis pas que parce que ma mère l'a fait, n'importe quelle femme peut le faire. Bonjour Sarah. Bonjour Laurent. Comment tu vas? Ça va bien. Trop bien. Est-ce que tu peux rapidement nous dire ton âge, ce que tu fais un peu dans la vie, tes passions? Juste rapidement, qui es-tu? Alors, j'ai 33 ans. Okay. Ce que je fais dans la vie, je fais plein de choses. Je suis en train d'essayer de tout structurer. Je suis styliste à la base. Et j'ai bossé dans le stylisme pendant, je dirais, 10 ans, un truc comme ça. Principalement dans la tendance. Donc, en fait, ça veut dire que tu regardes un peu ce qui se passe actuellement, que ce soit culturellement ou les événements un peu politisés ou de société. Et avec des sociologues, tu décèles un peu qu'est-ce qui va émerger, quels vont être les besoins ou les envies des consommateurs qui vont émerger à partir de ces envies-là. Donc ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, une révolution, un film sur la liberté des femmes et je sais pas quoi, qui va décréter que les vêtements vont être plus ouverts, plus libérés, des matières plus fluides, parce qu'il y a vraiment de choses qui contraignent. Ok. Si par exemple il y a un film un peu symbolique sur le sport qui est sorti, tu sens que ça va un peu inspirer des envies de vêtements dans ce style-là, ou de matières dans ce style-là, ou de gamme de couleurs. Donc je faisais ça et j'étais spécialisée dans l'accessoire. Ok, c'est hyper intéressant, ouais. Ouais. J'aime beaucoup, ça change en vrai. Ouais, non, c'était cool. Moi, j'ai arrêté ça, en fait, parce que j'étais un peu frustrée, parce que c'était beaucoup d'inspirationnel. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ça pour les marques. Les grandes marques ont leur bureau d'études où ils font ça eux-mêmes. Et les moyennes gammes, bas de gamme, c'est-à-dire, ça pourrait être Zara ou Auchan, parce qu'ils ont ils ont des gammes de vêtements. Ça peut être Lacoste, Nike. Ok. On va pas forcément développer des produits, mais au moins des gammes de couleurs et un peu leur proposer des matières, des thèmes. D'ailleurs, il y avait 4 grands thèmes à chaque fois. Tu avais un thème un peu le normcore, qu'on appelle le normcore, c'est-à-dire classique. Qu'est-ce que tu changes dans le classique? Ça peut être un détail, tu vois, plus d'épaules sur les vestes. Une gamme de couleurs différentes par rapport à l'année d'après, ou une touche de couleurs différente, ou des choses comme ça. T'avais toujours un thème un peu folk, donc un peu artisanal, des trucs tissés, tout l'univers aussi de la, tu vois, inspiré de l'escalade ou ce genre d'esthétique. Ouais. Ça allait dans le folk. Après, t'avais toujours un univers un peu, j'allais dire débraillé, mais c'est pas le bon mot. Mais dans le sens un peu nomade, un peu, tu sais, des matières un peu fluides, des couleurs dans les nudes, et des volumes très flous, tu vois, pas trop délimités, des choses comme ça, avec des vêtements qui s'adaptent à ce mouvement-là. Et le 4e, souvent, c'était un truc un peu futuriste. D'accord. En général, t'avais toujours, après, c'est chaque saison, j'allais dire chaque année, mais t'avais les 2 saisons, donc automne, hiver, printemps, été. Chaque saison, t'avais 4 grands thèmes qui partaient de ça, mais qui, du coup, chaque saison étaient différents. Donc, c'était cool, mais c'est vraiment, en fait, tu t'éclates parce que t'as pas de limite, parce que c'est de l'inspirationnel, mais au bout d'un moment, en tout cas, moi, j'étais arrivée à ce moment-là, où j'étais un peu frustrée parce que, tu sais, c'est comme quand tu te dis, ouais, on va faire ça, on va faire ci, ah, ça, j'aime trop, c'est trop bien. Et puis, à un moment, tu fais, ouais, mais ça, je l'ai bien, mais je l'ai pas vu faire, tu vois. C'est comme si, en fait, tu sais, t'es allongé et tu regardes les nuages et tu refais le monde, mais concrètement, tu fais rien. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, je suis arrivée à un moment, ça m'a frustrée. Je me suis dit, en fait, ces trucs-là, moi, j'ai envie de les créer pour de vrai. Et j'ai toujours voulu créer pour de vrai.
Mais je me suis toujours dit, ouais, mais toute seule, moi, j'ai pas la partie business, je suis vraiment une créative, tu vois, j'ai pas la... C'est compliqué, en vrai. Ouais, et Faut se puis, développer après. je caricature, mais je suis un peu en mode, je m'en fous de l'argent, j'ai envie de kiffer, tu vois. Alors que, t'as des contraintes budgétaires, inhérentes à un projet, tu vois. Oui. Donc, j'avais l'impression que je pouvais pas, et puis à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on teste. Et du coup, je me suis lancée dans une marque de maroquinerie. Nomade. Ok. C'était mon envie, mon projet, parce que aussi, moi, je passais des journées où je pouvais aller bosser, partir prendre un verre et finir en soirée. Et du coup, j'avais besoin d'un sac qui m'accompagne dans ces différentes étapes et qui soit pas genre contraignant. Mais souvent, du coup, moi, j'avais soit des bananes ou soit des sacs à dos, mais c'était pas joli. Et j'en avais marre de un peu ressembler à rien, j'exagère, mais je me disais, putain, les filles, elles ont toujours des looks fancy et tout. Mais moi, c'est pas mon style. Je trouve ça beau, mais pas sur moi, parce que moi, le pratique l'emporte quand même sur le fancy, mais j'aime pas le moche. Donc, c'est un peu cliché, mais du coup, je me disais, putain, j'aimerais bien créer un truc entre les deux. Et donc, j'ai allié le pratique et donc le côté pratique libre pour moi. Moi, c'est ça que j'aime bien, la liberté de corps, la liberté de mouvement, pardon, donc la liberté du corps, et l'esthétique. Incroyable. Et par rapport à ça, donc c'est pour ça que j'ai du mal à décrire. Par rapport à ça, j'ai créé un podcast où je suis partie à la rencontre de personnes nomades, qui s'étaient construits au fur et à mesure de leur voyage et de leur parcours qui peut être souvent itinérant. Je trouve que les personnes qui n'ont pas un parcours linéaire et qui ont un peu su rebondir et ont su faire preuve de résilience, de créativité et de curiosité c'est pas pour cracher sur les gens classiques, mais sont plus intéressants que les autres. Ok, incroyable. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est trop intéressant. Ok, si du coup tu es là aujourd'hui avec moi, ouais. C'est pour que tu nous racontes un événement donc soit traumatisant, soit quelque chose qui t'a marqué dans ta vie et qui a fait qu'aujourd'hui au final t'en es là. Alors, un élément traumatisant, j'ai pas un truc traumatisant dans le sens où moi la chose qui m'a... En fait, j'ai du mal avec le mot traumatisme, tu vois. Parce que, c'est ce que, on en a parlé en off, mais ça te place un peu dans ce statut un peu victimaire avec lequel j'ai du mal. Donc, j'ai du mal avec ce mot. Alors, un événement marquant. Oui. Ce qui a changé le cours de ta vie. Ça va pas forcément être un événement, mais c'est plus un parcours pour moi, marquant, tu vois. Et c'est un peu récent où j'ai compris aussi cette obsession que j'ai pour la liberté, pour ce côté nomade. Et c'est ce truc de j'ai besoin de pouvoir bouger mon corps, que mon corps il soit libre, etc. J'ai compris un peu, je le savais sans le savoir, mais je l'ai vraiment compris récemment. C'est que moi j'ai grandi qu'avec ma mère, parce que ma mère elle a fui mon père, parce que mon père était violent. Et ça, ce postulat-là, je le savais, mais dans les grandes lignes, parce que je veux dire que c'est la culture, peut-être des gens vont pas se reconnaître qui seront dans la même culture que moi, mais je suis d'origine marocaine, et c'est quand même une culture qui est assez fière. Du coup, on parle fière et pudique, pas forcément physiquement, parce qu'on parle fort, on est assez présent, on n'est pas des gens discrets, mais dans la douleur ou les failles, la vulnérabilité et tout ça, c'est une culture qui est très pudique, donc on parle pas des choses qui fâchent ou qui font mal ou qui sont pas à notre avantage quelque part. Et du coup, je connaissais les grandes lignes, mais je connaissais pas trop les détails de ça. Et récemment, j'ai commencé à vouloir écrire sur cette histoire-là. D'accord. Parce que, je suis désolée, ça fait beaucoup de ramifications, mais comme on en parlait aussi sur les violences faites aux femmes, la parole, elle est de plus en plus libérée. Et à force de voir des discours de femmes
j'ai peur de dire les choses de cette manière parce que je veux pas que ça soit mal interprété, mais qui se place toujours en victime et dans une position où elle dénonce l'autre, mais vraiment comme si elles avaient pas, je sais que ça peut être très méchant ou très, enfin, je vais m'expliquer après, mais comme si elles avaient pas de responsabilité sur des choses qui leur arrivent. Ok. Ben moi, en fait, ça m'a fait monter cette colère où en fait, pas la colère contre elle dans le sens mais t'es conne ou quoi, mais plus mes meufs se côtoient parce que en fait, si tu veux te sauver, il y a que toi qui peux le faire. Oui, c'est un connard, oui, la personne elle t'a fait du mal, oui, c'est horrible et tout ça, mais en fait, tu sais, on dit enfin, je sais plus c'est quoi la phrase, je crois que c'est Gandhi qui dit ça, mais tu peux pas changer en gros, je vais paraphraser, mais en gros, tu peux pas changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu peux changer, c'est toi. Okay. Et ben, c'est un peu ça, tu vois. Tu pourras pas changer quand on va essayer de te faire du mal, tu pourras pas changer plein de choses. Tout ce que tu peux changer, et c'est pour toi, égoïstement, c'est ta manière de réagir, ta manière de voir les choses, enfin, de te faire confiance quand tu vois les choses, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, je m'étais pas rendu compte au début. Et quand tu discutes avec les personnes, en vrai, je dis femmes, mais ça peut être des hommes aussi, ça va être des détails qu'on voit dès le début. Je dis pas qu'il faut non plus être parano dès le début, mais il faut quand même rester objectif dans le sens où j'ai vu ça, je vais pas forcément fuir, mais je l'ai noté, donc je vais voir si par la suite effectivement c'est quelque chose qui va vraiment me porter préjudice et où je vais pas être bien, où ça va me faire souffrir et tout ça, ou si bon c'était un petit détail et c'est pas très grave, tu vois, mais ne pas prendre la responsabilité de dire si effectivement je l'ai vu et j'ai choisi de fermer les yeux et ça m'a mis dans une position où après c'était moi là, j'en ai souffert, bah moi ça m'énerve, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses justement qu'il y a aussi les femmes qui sont en couple et qui ont des enfants aussi, même s'ils ont peut-être pu le voir avant, je sais pas, mais où du coup le mari peut devenir justement très violent, etc. Et elles savent plus comment sortir de cette situation. Ah oui, non, mais ça c'est... il y a la famille, il y a tout ça. Ouais, complètement. Est-ce que toi, par rapport à ton cas précis, tu nous parlais de ta maman et de ton père, du coup? Ouais. Est-ce que tu as d'autres informations plus précises sur ce qui s'est réellement passé? Oui, désolée, je parle beaucoup, mais... mais oui, c'était là que je voulais en venir, c'est que je me suis posé la question, pour essayer de faire plus rapidement, je me suis posé la question justement pourquoi moi j'avais ce genre de réaction et pourquoi je me sens seule à avoir en tant que femme, à avoir ce genre de réaction. J'imagine que je suis pas forcément seule, on est tellement sur Terre que non. Mais en tout cas, les personnes qui prennent la parole, elles sont toujours dans cette position de oui, l'autre est mauvais, l'autre est mauvais, certes. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Et je me suis dit, mais pourquoi moi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai ce truc de responsabilité ou de si ça va pas, même si c'est dur, je préfère partir plutôt que subir. Et je me suis rendu compte que c'était parce que ma mère l'avait fait. Et donc j'ai voulu creuser. Tu vois, je voulais. Déjà, j'ai ressenti un sentiment de gratitude envers elle parce que je me suis dit, si je réfléchis comme ça et si j'arrive à me protéger comme ça, c'est grâce à elle parce que elle m'a pas dit de pas subir, elle l'a fait, donc elle me l'a montré. Parce que tu vois, peu importe ce que tes parents ils te disent, c'est ce qu'ils font qui va rester en toi, tu vois. Et donc j'ai creusé et effectivement, ça a été dur. Elle est pas partie du premier coup, tu vois. Il y a eu plein de choses. Et quand je dis ça me met en colère, c'est pas pour accuser les femmes ou quoi. C'est juste que en fait, c'est quand même, on se rend pas compte, mais c'est dans beaucoup de cas, comme les féminicides, ça peut finir en féminicide, mais en fait, tu te mets en danger à pas t'écouter ou à pas prendre le risque, entre guillemets, de fuir. Peu importe la situation. Ma mère, elle avait pas les papiers. D'accord. Parce qu'elle venait du Maroc. Elle a rencontré mon père ici, parce qu'elle voyageait beaucoup toute seule en sac à dos et en train, mon amour du voyage, je pense. Et c'est lui qui vivait déjà ici, et donc quand ils se sont mariés, ils ont vécu ici.
Et elle travaillait pas parce que mon père l'enfermait à la maison pour qu'elle ne sorte pas sans lui. Avant même qu'elle t'ait. Ah, ça, je crois que j'ai pas posé cette question si c'était avant même qu'elle m'ait. Mais c'est possible. Okay. En tout cas, quand elle était enceinte de moi, oui. Avant d'être enceinte, je sais pas. J'ai un doute. Faut que tu me poses une bonne question, faudrait que je leur demande. Mais à partir du moment où elle était enceinte et où elle m'a eu, effectivement, elle avait pas le droit de sortir, tu vois. Donc, de travailler, donc, d'avoir de l'argent. Donc, quand elle a fui, sans argent, sans papier, sans famille, parce que toute sa famille, elle est au Maroc. Elle avait 0 famille ici, tu vois. Ok. Et donc, c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile. Et je dis pas que parce que ma mère l'a fait, n'importe quelle femme peut le faire. Parce que aussi, parenthèse, mais je l'ai appris, enfin, elle m'a dit, mais je crois que tu le savais, mais non, je le savais pas, que j'avais failli avoir un petit frère, mais qu'elle avait dû l'enlever parce qu'elle était tellement son corps ne pouvait tellement pas le supporter. Sinon, c'était l'enfant, enfin, même pas. J'allais dire c'était l'enfant ou elle, mais en vrai, elle l'aurait regardé, c'était les deux qui passaient. Parce tellement son corps. Il lui tapait dessus, c'est ça? Enfin, ah oui, il y avait de la violence. Ok. Et ma mère, en fait, le déclic de ma mère pour partir, c'était pas la violence sur elle, c'est quand il a commencé à être violent vers moi. D'accord. Et c'est là où elle a dit non, en fait. Tu vois. Parce qu'entre-temps, on était partis au Maroc, elle était restée au Maroc, on est resté 1 an au Maroc. Mm-hmm. Elle s'était dit, bon, j'abandonne et tout. Et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, la mentalité marocaine, faire grandir un enfant, une fille en plus toute seule, elle toute seule, mais sans père en plus, avec la mentalité marocaine, ça n'allait pas du tout le faire, tu vois. Femme divorcée, père sans enfant, parce que il y a beaucoup de choses, mais ma mère, elle a perdu son père, elle avait 11 ans. D'accord. Et on lui a toujours dit, je sais qu'elle a eu des épisodes comme ça où on lui disait que je sais plus si c'était le mot bâtard ou un truc comme ça, mais en tout cas, il y avait des trucs, tu sais, de mariage et tout, et on lui disait, mais non, mais moi, je te donnerai pas mon fils parce que t'es je sais plus comment c'est verbalisé, mais oui, t'es une orpheline de père. T'es une orpheline de père, voilà, c'est ça. Ok. Donc, je pense qu'il y a eu ce truc-là aussi où elle a eu du mal à passer le cap parce qu'elle s'est dit, je veux pas que ma fille, elle grandisse sans père, tu vois. Du coup, elle est rentrée en France? Elle a fait, en fait, il y a plein de péripéties. C'est pour ça que vraiment, ce qui se passe, c'est que après 1 an, ouais. Elle a réussi à rentrer en France. Enfin, on a réussi à rentrer en France. Illégalement. À ce moment-là, tu t'en souviens? Illégalement. Moi, je m'en souviens pas. Tu vois, ça, c'est ce qu'elle me raconte. Ok. Je savais qu'on avait vécu 1 an au Maroc. Je savais pas les détails. En fait, c'est pour ça que je te dis vraiment, je savais les grandes lignes. Mais vu qu'elle en parlait pas, elle me dit, mais je pensais que tu l'avais vécu avec moi. J'étais en mode, mais j'avais je crois que j'avais 3 ans quand on est rentré en France. Okay. Mais avant 3 ans, on n'a même pas de souvenir de quoi tu me parles. Et même après, surtout quand tu vis des traumatismes, ton cerveau, il oublie, tu vois. Et ton père a engagé aucune poursuite pendant tout ce temps-là? Non, parce que, en fait, quand la base, elle est partie, elle est pas partie en mode elle va le quitter. Elle est partie pour voir sa famille, pour rentrer voir sa famille. Et au final, on est resté. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et il l'appelait, il la harcelait. Elle me disait, ouais, la nuit, pendant la nuit, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, le fixe, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était le fixe. Donc, et le pire, c'est que quand on est rentré, il lui a dit, mais pourquoi t'es rentré? Ça aussi, je savais pas, tu vois. Ah, donc elle est rentrée quand même chez lui, finalement. Bah ouais. Ok. C'est pour ça que je te dis que c'est après qu'on a fui, tu vois. D'accord. Et donc, pour en arriver au moment où on a fui, ils sont venus me chercher à l'école. Enfin, en fait, je crois qu'il l'avait frappée. Elle a fui dans la journée. Donc, pendant toute la journée, elle savait pas où elle était. Elle s'est réfugiée dans une église. Non, elle est venue me chercher à l'école. Ils lui ont dit qu'ils pouvaient pas me laisser tant que l'école n'était pas finie. Donc, elle s'est réfugiée dans une église en attendant que l'école finisse. Elle est venue me chercher. Quand elle est venue me chercher, il était là. Ok. Ils se sont un peu embrouillés, mais comme il y avait du test devant des gens, c'était vite fait. Après, ils ont pris un bus avec moi pour on allait vers Montparnasse, un truc comme ça. À la dernière minute, à un des arrêts, à la dernière minute, mon père est descendu et ma mère n'est pas descendue avec moi. Et on est descendu, je crois, à la station ou 2 stations après. Elle a pris un métro, un bus, machin.
Et en fait, elle avait déjà repéré le numéro des... C'est pour ça que je te dis, c'est long, c'est dur de résumer en peu de temps, mais elle avait déjà repéré un numéro de femmes battues qu'elle avait appelé plusieurs fois. Elle avait vu enfants battus, elle les avait appelés, c'est ça qui a fait le déclic, qui lui ont donné des solutions pour partir. On a été donc... le premier endroit où on a été, c'était chez les bonnes sœurs à Issy-les-Moulineaux. Ok. Je crois qu'on a resté une semaine, un truc comme ça. Après, on a été... Parce qu'en fait, je sais plus l'ordre, mais après, je sais qu'on a été chez d'autres bonnes sœurs anglaises, je sais plus où, en banlieue. Et puis après, ils nous ont donné de l'argent pour qu'on s'héberge dans un Formule 1. Ça, tu vois, ça j'ai des flashs de Formule 1. Okay. Peut-être le logo jaune qui fait que, mais j'ai des flashs de Formule 1. J'ai des flashs de chez les bonnes sœurs parce que m'avait donné, je crois, j'imagine des trucs pour dessiner, mais le seul truc dont je me souviens, peut-être parce qu'après j'ai fait des études de mode, enfin tu vois, après des trucs qui se recoupent, c'est une gomme Stadler. Je sais pas si tu connais cette marque. C'est en fait la gomme est blanche, mais le packaging est bleu. Okay. C'est un peu les gommes qu'on utilise, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est la gomme qu'on utilise souvent plus en art que juste pour des cahiers et tout. Tu vois, donc j'ai des petits flashs, mais c'est les seuls souvenirs que j'ai, tu vois. Et je me souviens un peu de cette ambiance un peu austère de chez les bonnes sœurs et tout ça. Et après, ça a été des foyers. Oui, c'est ça. Après, c'est tu vagabondes un peu partout jusqu'à temps que tu aies une situation. Ouais. Et ton père, tu l'as quand même eu de nouveaux contacts à un moment donné, quand même? Ouais, très vite. Déjà, ils ont divorcé, donc il a fallu qu'ils choisissent pour la garde et tout. Et il avait, je sais pas si on appelle ça un droit de visite vu qu'il venait pas à la maison, mais je le voyais, tu vois. Moi, j'ai toujours vu mon père. Okay. J'ai pas, parce que je te dis, c'était important pour ma mère que je vois mon père, malgré tout ça. Elle m'a pas élevé. T'étais toujours en protection, t'étais pas seule avec lui. Au début. Justement, c'est ce que quand je lui en parlais, je lui disais, mais t'avais confiance et tout? Parce qu'il y a eu des trucs où il me frappait, apparemment, il a failli me jeter par un train un jour ou fois, okay. Parce qu'il m'a pris, il a dit, puisque c'est cet enfant qui est entre nous, il y aura plus de, et elle m'a rattrapé, tu vois. Et ils étaient dans un train, tu sais, les fenêtres s'ouvraient et tout. Ok. Ça, quand j'ai appris ça, j'étais genre. Tu vois, c'est ça. Tu vois, j'ai plus eu le trauma quand j'ai su ça. Ouais, non, mais je comprends bien. Que, en vrai, quand je l'ai vécu, parce que j'ai aucun souvenir de ça, tu vois. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que récemment, quand j'ai appris ça, je me suis dit, wow, j'ai failli mourir tué par mon père. Et comme, moi, j'ai un peu des trucs avec les histoires de crimes et tout. J'en ai vu plein des histoires où le mari violent, quand la meuf elle est partie, il a fini par soit tuer un enfant, soit les tuer tous. Ouais. J'ai fait, waouh, en fait. Après, mon père, paradoxalement, je le vois pas comme un méchant. Ouais, tu le vois toujours, donc. Je le vois pas souvent, mais ouais, quand j'étais petite, je le voyais. J'étais en colère contre ma mère de le voir, parce que je savais sans savoir. Et du coup, je comprenais pas pourquoi j'étais obligée de le voir, tu vois. Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est ton père, quoi qu'il arrive, c'est ton père, tu vois. T'en as déjà parlé avec lui? Non, mais il est un peu dans le déni, lui. Ouais, non, mais. Il est dans un truc un peu. Ok. Il est un peu bizarre, tu vois. Et je le vois pas comme un. Et même ma mère non plus, donc c'est peut-être aussi plutôt que je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme un méchant, mais tu sais, ma mère, elle me dit, ton père, tu sais, il pouvait être adorable. C'est juste quand il était dans ses colères, il est malade. Ma mère, elle me disait, il est malade. Elle m'a jamais dit. Enfin, peut-être quand elle était énervée ou des trucs comme ça, mais dans le fond, elle m'a jamais fait intégrer que mon père était un monstre. Je fais un raccourci, mais parce que souvent, on fait cet amalgame-là. Elle m'a toujours dit que non, il est très bien, il est juste malade. Tu vois, donc je le vois comme quelqu'un de malade, mais pas comme quelqu'un de mauvais. Tu vois ce que ouais, je comprends. Ouais. Et du coup, c'est une appréhension qui est différente. Donc c'est comme aussi ça revient au truc de victime où du coup je me place pas en victime, mais c'est comme si j'étais au-dessus. Tu vois, je le vois comme parce que t'as un peu de condescendance pour quelqu'un qui est malade. Enfin, oui, j'exagère, mais tu vois, c'était un peu en mode petite chose, tu vois. Ok. Donc j'ai un peu ce regard-là envers lui, tu vois. Quand je le vois, je le vois comme quelqu'un de faible. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, tu vois. Ah ouais, non, ta mère était très courageuse, c'est sûr. Je rejoins un peu ce que tu dis. Il y a ce côté-là où il y a quand même un aspect très, dans les hommes qui font ça, ou les femmes, mais très psychologique en fait. C'est un jeu. C'est-à-dire que ça dépend desquels, il y a vraiment une manipulation.
souvent, quand tu sais, au début, tout à l'heure, tu disais que elles doivent partir si ça va pas, ou si ça devient violent. Mais je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui est très manipulation. Avec des femmes tu parles de l'emprise, je pense. De l'emprise, ouais. Mais du coup, ils sont manipulés. C'est vraiment tout un... Là, tu parlais de maladie, tu vois, c'est un peu ça. C'est un jeu d'un psychopathe, entre guillemets, qui va prendre sa proie et qui va l'affaiblir, jusqu'à temps qu'il lui tape dessus et qu'en fait, la femme se sente plus un être humain, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, carrément. Ce truc-là où, oui, c'est un vrai sujet et que tu sais même plus quoi faire, à part quand il y a des signes visibles. C'est quoi que t'appelles les signes visibles, du coup? Bah, il y a des petites choses, je trouve que, en public, que tu peux voir, tu sais, un mari qui va prendre la femme par le poignet très fort d'un coup, des trucs comme ça, tu sais, des petits trucs très subtils que tu peux voir, que l'entourage peut voir et peut réagir, mais en même temps, l'autre personne va dire non, tout va bien, tu vois. Il y a ce truc-là très psychologique, je pense, à prendre en compte aussi, qui est très difficile, je pense, pour certaines personnes. Ouais, complètement. C'est juste de fuir et... Ah oui, non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas un jugement, c'est juste que moi, mon histoire fait que ça me met en colère parce que j'ai envie de secouer et de dire mais non, mais sois forte, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas... Enfin, quand je dis ça, c'est pour ça que j'avais peur de le dire de la manière dont je l'ai dit. Ouais, bien sûr. C'est que c'est pas pour flageller, c'est plus pour... Et je pense que ça t'énerve intérieurement, finalement. Ça m'énerve de fou parce que je me dis... Et puis, enfin, tu vois, même des trucs c'est pas forcément jusqu'à la violence et tout, mais tu vois, ça peut être des histoires de copines qui vont subir des trucs avec des mecs, mais c'est pas forcément de la violence, mais c'est plus un mec qui va jouer avec elle ou un truc comme ça. Eh ben, ça m'énerve parce que je me dis, mais parce que souvent, en plus, il y a un truc de manque de confiance et manque d'estime qui fait que ces mecs-là, parfois sans s'en rendre compte, hein, c'est pas forcément des méchants, c'est juste que bah il y a une possibilité. Et comme ça a été fait comme ça, bah, enfin comme la relation s'est instaurée de cette manière-là, bah la personne tu lui donnes ça, elle l'apprend quoi. C'est pas précis, mais et du coup du coup t'as des copines qui sont en mode ouais ah bon je suis jolie ou ah bon enfin tu vois et qui du coup tu sens que c'est par manque d'estime d'elle-même et ça me fait mal au cœur parce que tu vois objectivement c'est comme quand tu vois une meuf elle est géniale ou elle est trop belle et qu'elle se sent moche t'es en mode mais enfin tu vois, c'est ça. Et c'est pas pour flageller, c'est plus pour donner des, je sais pas, un peu de, comme un coach où je dis, vas-y, tu peux y arriver, tu vois. C'est un peu ça que je ressens. Et c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est pas, mais t'es une merde, tu devrais faire ci, puisque elle l'a fait. Parce qu'on est tous différents. Tu vois, le truc de, oh non mais moi non pas du tout c'est pas ça non tu vois genre je sais pas des gens qui tu vas raconter même sur des commentaires de vidéos des trucs à la con une meuf elle va dire ouais je suis ici tu fais ça les hommes à faire un amalgame à la con mais qui n'est pas très grave normalement c'est pas censé te toucher non mais moi mon mari il est génial mais c'est pas le propos tu vois non, tu vois ce que je veux dire c'est pas parce que toi que elle ne enfin tu vois c'est pas ça que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que... Ok, et quelle est, toi, du coup, ta relation, ton point de vue avec les hommes? Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus avant. Est-ce qu'il y a eu du changement, où il y avait une colère contre les hommes, ou un truc comme ça qui était présent sans forcément le comprendre? Alors, non, moi, j'ai jamais eu de colère envers les hommes, parce que, comme je te dis, je les voyais pas comme des monstres. Ok. Par contre, je peux avoir la condescendance envers les hommes. Et ouais, par contre, il y a ce truc de manque de confiance, mais toi, j'ai pas de jalousie. J'ai déjà pu en ressentir, tu vois, je suis humaine. Mais objectivement, je sais pas, j'ai toujours dit, bah, s'il me trompe, bah, je pars. Enfin, c'est binaire, tu vois. Et de toute façon, c'est pas parce que je veux oppresser la personne que il va pas le faire, tu vois. Si la personne, elle le fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Bah, si moi, ça me fait du mal, peut-être ça me fera rien, je sais pas, tu vois. Mais si moi, ça me fait du mal et que j'ai pas envie de le supporter, bah, je lui dirais, je suis désolée, mais ça peut paraître très froid et trop pragmatique, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai ce truc de, bah, pour moi, genre la tromperie, ce truc, ça va être horrible pour les gens. Pas c'est rien. Mais genre, en fait, je me dis, il y a tellement pire. Tu sais, quand tu te départs d'un ex, des fois, tu dis, ah, mais il s'est passé quoi? Genre, vraiment, la première question, c'est quand même, il t'a trompé? Non, mais c'est de la rigolade, il t'a trompé.
il t'a mal parlé, il t'a frappé dessus, ou il a haussé la voix sur toi, il t'a manqué de respect, il a pas été là pour toi, enfin, je sais pas, il y a des millions de raisons bien pires et bien plus... violente psychologiquement, finalement. Ouais, enfin, bien plus logique pour rompre avec quelqu'un que juste... Juste, désolé, mais juste si t'as trompé, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas la pire chose. Je sais que plein de gens vont dire, mais elle est sérieuse, elle. Mais c'est mon point de vue, hein. Je trouve que c'est pas la pire chose parce que, en fait, je pense que j'ai cette appréhension-là aussi parce que je vois la tromperie comme quelque chose qui ne me concerne pas. Dans le sens où la plupart des gens qui trompent, ils trompent pas contre toi, mais ils trompent pour eux. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Mais... Et donc, en fait, c'est... Tu vois dans les accords Toltec... c'est quoi c'est ne prends pas les choses personnellement. Il y a un truc comme ça, ouais. Tu vois? Il y a un des cas d'accords comme... Ben, c'est ça, c'est que... peut-être ça fait mal, mais la tromperie, c'est pas personnel. Du coup, pour moi, c'est pas le pire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est qu'il trompe pour son désir personnel, mais c'est pas parce qu'il t'aime pas, en fait. Ça se trouve, il t'aime vraiment, etc. Ouais, c'est même pas qu'il t'aime, c'est que genre, peut-être c'est lui qui respecte pas, ou peut-être c'est... Et ça veut pas dire que je le tolère en disant ça, tu vois, ça veut pas dire que je le tolère. Mais c'est juste que, vraiment, il y a pire, quoi. Genre, je veux dire, après, il y a tromperie, les trucs où t'apprends que le mec, il a une double vie depuis 20 ans, enfin, non, ça, je pense que ça te met, ça te fracasse, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas la pire chose. Enfin, franchement, quand t'as vécu des trucs où t'as eu de la violence psychologique, de la violence physique, une personne qui a pris l'ascendant sur toi, enfin des trucs tellement hardcore que t'es en mode ça c'est de la rigolade, genre. C'est peut-être horrible de dire ça, mais... C'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est la pire chose, la tromperie. C'est vrai? Oui, mais c'est parce que c'est ton histoire aussi, tu vois. Ouais, mais en dehors de ça... Pas ton histoire perso, mais enfin, tu vois. Il y a eu ce truc-là de... Je parle pas de ton histoire, c'est pas moi. Oui, mais, désolé. Mais il y a vraiment mais il y a ce truc-là aussi où, ouais, je comprends ce que tu dis, du coup. Je l'ai jamais imaginé comme ça, et je peux comprendre. Alors que pour moi, dans ma tête, de base, ouais, la truc, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Mais, intéressant. Je vais réfléchir. Je dis pas que c'est pas une chose grave, tu vois. Après, comme je l'ai pas vu devant moi ou des trucs comme ça, tu vois, peut-être c'est pas un trauma pour moi, donc, enfin, j'ai d'autres traumas qui sont plus graves, donc pour moi, c'est en mode, c'est entre guillemets de la rigolade. Je dis pas que ça arrive, j'étais en mode. Oui, non. Mais voilà. Il y a pire chose, quoi. Il y a plus grave. Et oui, et tout ça pour dire que non, du coup, j'ai pas de haine envers les hommes. J'adore les hommes. Je trouve les hommes géniaux. J'ai plus de mal avec l'intimité avec les hommes. Okay. Et quand je parle d'intimité, je parle pas d'intimité, forcément d'intimité physique ou quoi, mais je parle plus de tu vois, se montrer vulnérable face à un homme, mais vulnérable émotionnellement, vraiment dans le profond, pas juste je pleure parce que je me sens pas bien et que tu me prends dans tes bras parce que j'en sais rien, tu vois. Pas forcément un couple, mais ça peut être un pote. Bah ça, j'ai du mal. Ok. Mais pas parce que je les vois comme des montres, mais parce que intérieurement, ça je l'ai compris, tu vois, récemment, intérieurement, c'est comme si mon corps, parce que je sais que c'est pas ma tête, parce que ma tête, je pense qu'elle a oublié, mais je crois que c'était avec toi que j'en avais parlé d'ailleurs, que pour moi, le cerveau oublie pas mal de choses, par contre le corps se souvient et tu t'en rends compte dans tes manières de réagir, comment des fois ton corps il se crispe, ou comment des fois tu ressens des choses et tu les comprends pas trop et tout, parce que je pense que vraiment le corps se souvient, mais pas forcément la tête. Et pardon, je me suis perdue, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est ça, c'est qu'au final, ton corps, tu veux pas montrer ta fragilité. Oui, c'est comme si mon corps, ouais, ça peut être se crisper, mais c'est comme si ça faisait genre une barrière, en mode, non, je ne serai pas vulnérable. Je veux pas montrer ça. Ouais, et c'est même pas je veux pas le montrer, c'est que, tu vois, ce truc de nomade, ce truc de liberté, et de voyager et tout, il y a plein de gens qui ont peur, parce que je le fais aussi toute seule, plein de gens qui disent, je sais pas comment tu fais pour voyager seule et tout. Eh ben moi, c'est l'inverse. Je sais pas comment les gens ils font pour rentrer facilement en intimité avec une autre personne. Parce que pour moi, le danger se trouve dans l'intimité, dans le cocon. Parce que c'est mon histoire. Ça, je suis capable de te le dire aujourd'hui. Il y a 2 ans, peut-être, je l'aurais pas capté comme ça, tu vois, mais je me suis rendu compte, enfin, tu vois, j'ai analysé, machin, et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pour ça, en fait. C'est que pour moi,
j'associe le cocon, le confort, la sécurité, entre guillemets, au danger. Okay. Et l'extérieur à la liberté. Et donc à la, donc, tu vois, c'est pour ça que en écrivant mon histoire, j'ai fait, putain, mais en fait, tout s'aligne, tu vois. Et t'as l'épiphanie de, je comprends maintenant. Et donc, ça produit plus ça chez moi, que un rejet ou une colère ou, parce que j'ai ce truc-là aussi de responsable, j'essaye de me responsabiliser parce que, c'est pas genre, on peut avoir confiance en personne et devenir parano et dire que les autres sont horribles et tout. Mais juste avoir conscience que, chacun pense à soi et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste, c'est comme ça, tu vois. Donc, il faut au moins un minimum savoir prendre soin de soi. Et pour moi, c'est très important, tu vois. Et donc, j'ai plus de mal à lâcher prise et tout. Donc, c'est un truc, ce travail et tout. Mais je veux pas avoir le truc de, il est mauvais et tout. Je peux être en colère contre quelqu'un et me dire que il est mauvais, ou j'ai plus envie de lui parler, ou que j'ai pas envie de le côtoyer, ou je sais pas quoi. Mais j'irai pas le flageller, tu vois. Sauf si il m'a harcelé, ou enfin tu vois, il y a toujours des astérix et des cas subsidiaires, mais tu vois. Mais dans l'absolu, je vais pas aller dire lui c'est un salaud, il a fait ça, nanana. Si je veux en parler avec une copine, je vais lui dire, tu vois, parce que je vais lui raconter l'histoire ou c'est ça. Pendant 3 ans, quoi. C'est ça, je vais pas aller dire tu lui parles à lui, mais lui il a fait ci, il a fait ça. C'est ça. Je l'ai laissé le faire à ce moment-là parce que pour X ou Y raison. Et puis donc j'ai ma part de responsabilité, ça m'a appris ça m'a permis de voir son vrai visage. Je n'apprécie pas son vrai visage, ou en tout cas je ne veux pas qu'il soit proche de moi. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller flageller quelqu'un ou je déteste, tu vois, des trucs d'humiliation en place publique ou tu vois, de mettre quelqu'un au milieu et de dire lui il est mauvais, tu vois. Moi aussi j'ai été mauvaise plein de fois avec des gens, j'ai pas fait j'en avais pas conscience, donc comme j'aimerais bien que les gens me catégorisent pas à cause de certaines de mes actions, j'ai pas envie de le faire aux autres. Oui, clairement. Donc voilà, c'est comme ça que je crois. Ok. Et c'était hyper intéressant le fait de dire ce que que maintenant que t'as compris au final pourquoi t'arrivais pas à être intime avec quelqu'un, et c'est là où je voulais en venir, c'est le fait d'aller vraiment dans son passé et de creuser. Donc toi t'as creusé avec ta maman justement, de savoir ce qui s'était réellement passé, etc. Et du coup de pouvoir quelqu'un, et peut-être que après t'auras une autre étape où justement maintenant que t'as compris ça, que t'arrives pas à être intime parce que ton corps l'accepte pas, peut-être que petit à petit justement tu vas réussir à aller à donner un peu plus c'est du lâcher prise, c'est ça. Mais je trouve ça hyper intéressant d'aller dans son enfance et d'aller creuser, hein. C'est dur. Il y a des choses que t'as pas envie de savoir en général, mais ça t'apprend. Moi ça va en vrai. J'arrive à avoir de la distance parce que en fait comme je le fais, parce que vraiment je veux écrire cette histoire là, c'est comme un travail presque journalistique, donc il y a une petite distance de c'est passé ça, et c'est des disputes avec ma mère, et pourquoi tu me fais parler de ça et tout, et je la laisse passer, tu vois, je la laisse déverser son truc, et je lui dis bon, et du coup après il s'est passé quoi. Et après elle redescend et elle arrive à en parler, et je vois qu'au fur et à mesure aussi, même pour elle c'est une thérapie, tu vois, parce que elle a enfoui des trucs, et tu vois que 30 ans après c'est encore à vif. C'est que le travail il a pas été fait, et pour elle de toute façon c'est mieux ça lui fait du bien de se libérer, tu vois. Je pense qu'elle se détache un peu de ce truc, de ce fardeau là dont elle n'a pas voulu parler et qui lui a pesé, et qui est probablement expliqué beaucoup de ses colères et tout, parce que ma mère en fait quand elle est tu vois, elle peut se mettre facilement en colère pour des trucs à la con, mais j'ai compris qu'en fait ce qui déclenchait ces colères un peu où tu te dis mais calme-toi, t'es sérieuse, c'est dès qu'elle se sent frustrée, ça va la mettre en colère, tu vois. Ok. Mais en fait quand t'es frustrée, c'est que tu n'exprimes pas quelque chose en général, tu vois. Du coup t'arrives pas à dire quelque chose, ou t'arrives pas à dire non à quelque chose, ou à dire oui, mais il y a un truc de tu vois, tu bloques quelque chose en toi que tu empêches de sortir, et du coup ça crée une espèce de friction à l'intérieur de toi, un truc de tu vois, et du coup t'es frustré, et du coup tu t'énerves, tu vois. C'est ça la frustration en vrai. Donc je pense que elle aussi ça l'aide, et ça c'est cool. Je sais plus si c'était ça la question. Là, tu veux c'est très bien. Désolée. Ok, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette histoire, ou un dernier conseil à donner
Je t'en ai donné beaucoup déjà sur qu'il faut partir vite, mais... Non, quand je dis il faut partir vite, c'est surtout... il faut s'écouter et il faut se faire confiance, tu vois, parce que quand on part pas vite, c'est parce que on se dit « Ah, mais c'est pas grave, ça arrivera ou c'était qu'une fois. » Ma mère, tu vois, quand elle m'a dit la première fois que ton père, il a été violent, c'était tellement, genre, c'est tellement sorti de nulle part qu'elle m'a dit « Mais je croyais que c'était une blague, en fait. » Au début, elle l'a même pas pris au sérieux. Elle pensait qu'il rigolait. Imagine, la personne, elle s'énerve, elle est en mode... C'est tellement improbable que tu te dis il rigole. Et là, tu vois qu'il rigole pas, en fait, tu vois. Donc, se faire confiance, s'estimer, et se faire confiance, c'est aussi croire que, savoir, ou en tout cas avoir la foi de se dire que même, dans la situation la plus merdique, tu pourras toujours te relever. Tant que t'as envie. Je vais dire un truc un peu catastrophe, tu vois. Tant que t'es en vie. Alors que si tu restes dans la violence, après, fuir aussi, ça peut des gens qui, du coup, ça va te tuer, mais de toute façon, tu serais resté, tu te serais tué. Donc, est-ce que essayer de au moins t'en sortir et essayer de le faire au plus vite, parce que plus une situation, elle s'installe, plus c'est dur de t'en sortir déjà pour toi, parce que psychologiquement, c'est dur, tu vois. Tu vois, quand je t'ai parlé j'ai failli avoir un petit frère, mais elle a dû le lâcher. Elle m'a aussi dit que, de toute façon, elle ne pouvait pas, genre, si elle l'avait eu, là, partir, ça aurait été trop compliqué. Parce qu'elle aurait eu 2 enfants seule. Et là, là, vraiment, elle était en mode, bon, là, c'est foutu, tu vois. Là, elle savait que son cerveau, ou que son corps, ou je sais pas quoi, aurait dit c'est impossible. Alors qu'avec un seul enfant, elle avait encore elle avait encore la possibilité de se dire, ok, je peux. Un enfant, 2 enfants, ça va être, tu vois ce que je veux dire? Donc, et tout ça pour dire que, plus tu laisses le truc s'installer, plus toi, tu t'y habitues, donc, t'as l'impression que autrement tu ne peux pas. Plus l'autre personne en face, elle a intégré que toi, tu supportais. Et donc, quand tu vas plus supporter, il va se dire, mais d'où elle supporte plus? Elle a supporté tout ce temps. Donc, sa colère sera plus grande. Enfin, tu vois, dans les deux parts, après, j'ai pas la vérité, je vais pas me passer en vérité absolue. C'est juste mon point de vue, tu vois. C'est ce que je note aussi dans le fait de rester, plus tu restes longtemps dans une situation, même, on va même pas parler de violence, plus c'est difficile de la quitter. Et plus ça va choquer les gens quand tu vas la quitter. Genre, je sais pas, tu supportes un taf avec un boss horrible. Le jour où tu vas réussir à repartir, si t'as supporté le truc longtemps, mais cette personne-là, elle va encore plus te pourrir parce qu'elle sera encore plus en colère de putain, il a supporté d'où il supporte plus, en fait. Je vais lui niquer sa vie. Désolée de parler comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu supportes un truc, la personne qui te fait supporter la chose, elle a encore plus de colère quand tu te rebelles si t'as passé beaucoup de temps à l'accepter. Non, c'est vrai. Parce que les gens prennent vite les choses pour acquis. Quand il y a eu un laps de temps, c'est comme, je sais pas, tu paies, genre t'as été riche, tu perds tout, mais t'as été riche longtemps, tu vois. Tu pourras pas l'accepter. Tu pourras vivre dans la rue, mais vivre dans le déni et pas réussir à rebondir parce que ton cerveau, il veut pas quitter que t'avais quelque chose que tu n'as plus, mais tu l'as eu tellement longtemps que pour toi, t'es en mode, t'es juste dans la colère et t'es pas dans le comment on fait pour rebondir. Okay. Donc, tu vois, ça peut fitter à plein de situations différentes, mais c'est pour ça que supporter longtemps quelque chose que tu sais qui n'est pas bon pour toi et que tu devrais ne pas supporter, tu vois. Après, je vais pas dire il faut fuir au moindre truc, mais en tout cas, quand tu te sens en danger, que ce soit émotionnel, mental ou physique, pour moi, il faut le faire pour toi, égoïstement, et pour l'autre aussi. De toute façon, ça lui apprend. Pour si t'as des enfants, tu t'es en train de leur montrer, en fait, une bonne chose, parce que si tu leur montres que t'as subi... Tu vois, souvent, t'as des filles où elles se disent leur mère, elle a été battue devant eux, et du coup, comme elle a supporté, même si elle sait que c'était pas bien, souvent, elle se retrouve avec un mec pareil, ou tu vois, et elles vont le tolérer, ou des trucs comme ça. Donc, en fait, pour tout le monde, c'est pas bon. Donc, non, mais je comprends. Mais c'est pour ça que moi, je fais ça maintenant, je fuis assez vite. Faut essayer de... Moi, je fuis vite. Après, moi, je me suis, tu vois, pour parenthèse, je me suis retrouvée dans une relation toxique parce que j'ai toujours fui facilement et qu'il a joué sur le truc de, ouais, mais de toute façon, toi, dès que ça va pas, et comme j'étais dans une période de, je me remettais en question, j'essayais de réaligner dans l'autre sens, toi, de toute façon, dès que ça va pas, tu veux partir. Et il m'a fait rester comme ça. Ah ouais. Parce que j'avais ce truc-là. Non, c'était pas de l'ego, c'était,
putain, c'est vrai que c'est pas bien non plus de partir aussi facilement. Et du coup, j'avais plus la ligne. En fait, comme si j'étais partie sur le pas opposé, je me disais, mais c'était plus de la violence psychologique, tu vois, c'était pas physique. Mais je me disais, putain, il a raison. C'est vrai que si je pars à chaque fois, machin. Et puis comme lui, il avait une relation très longue et moi non. Du coup, je me disais, bon, peut-être qu'il a raison, peut-être c'est comme ça et tout. Et tu vois, plus je restais, plus moi intérieurement, je savais que ah non, c'est pas vrai ce qu'il raconte, tu vois. Mais j'avais le doute, et puis tes copines qui te disent ouais, mais tu sais, être en couple, c'est compliqué, ou c'est pas toujours rose, ou tu sais, les gens, ils réalisent pas, tu sais, ils vont te dire des phrases un peu basiques, et ils réalisent pas que, ok, oui, c'est dur, mais il y a dur et dur, enfin, genre, tu sais pas ce que la personne a dit intérieurement, tu sais pas c'est quoi ce trauma de base et tout. Donc, j'ai supporté pendant longtemps, et puis à un moment, je suis restée avec aussi parce que c'était plus simple d'être en couple que d'expliquer pourquoi tu l'étais pas, pourquoi tu l'étais plus, ou je comprends pas, t'es comme ci, t'es comme ça, je comprends pas pourquoi t'as personne. Tu vois, ce genre de phrases que j'avais pas envie d'entendre. Et ben, du coup, c'était confortable de rester avec, alors que je savais pertinemment que j'en avais aucune envie, tu vois. Mais ça a pris le pas inverse, tu vois. Et c'est pour ça, que je te dis, je me place pas du tout en je sais tout. Ça m'est arrivé paradoxalement parce que je me détachais facilement et que du coup, c'est devenu un handicap de se détacher facilement. Mais c'est pour ça que c'est la vie, c'est une balance, un équilibre. Tu pars dans un sens, c'est beaucoup dans un sens, puis tu te dis, j'abuse un peu peut-être, je vais aller dans l'autre sens, puis tu vas dans l'autre sens extrême. Et là, tu fais, j'abuse un peu trop. Et du coup, tu rééquilibres. Enfin, t'essayes dans un mouvement de balancer, de rééquilibrer. Tout le temps. Mais c'est ça, tu vois. Tu tombes et tu te relèves et tout va bien. C'est ça, mais c'est pour ça que le fort intérieur, c'est écoute ton instinct, tu vois. Quand même. Clairement. Si je devais faire un mot de la fin. Ok. Écoutez, je te remercie beaucoup. C'est très cool. J'ai beaucoup parlé. J'aime beaucoup. C'est à toi de parler, c'est pas moi.